sommaire de cette édition, l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo a demandé aux autorités ivoiriennes de favoriser le dialogue plutôt que la répression après le blocage à leur domicile des leaders de l'opposition. Le président Uhuru Kenyatta a annoncé ce mercredi une extension du couvre-feu nocturne sur fond d'accélération des cas d'infection au nouveau coronavirus ces dernières semaines. Et puis au Zimbabwe, une responsable du secteur minier qui avait été arrêtée fin octobre pour contrebande d'or a demandé une mise en liberté sous caution au tribunal de première instance d'Harare. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, se dit convaincu de remporter la présidentielle américaine face à Donald Trump, tandis que le président américain s'est, lui, engagé dans une bataille judiciaire. Les Américains ne seront pas réduits au silence, a proclamé Biden, qui continue d'être en tête des résultats. Avec le Wisconsin et le Michigan en poche, deuxième et troisième États repris à Donald Trump avec l'Arizona, Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il remporte le Nevada, 6, la Géorgie, 16 ou la Pennsylvanie, 20, il atteindrait le nombre magique de 270 pour devenir le 46e président des États-Unis. Le démocrate se rapproche un peu plus de la Maison-Blanche, exhortant à compter toutes les voix pendant que Donald Trump s'est engagé de son côté dans une véritable bataille judiciaire. Les Américains ne seront pas réduits au silence, a proclamé Joe Biden lors d'une déclaration dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. En Pennsylvanie, Donald Trump avait mercredi plus de 160 000 voix d'avance au total, mais son avance fondait rapidement au fur et à mesure de la prise en compte des bulletins envoyés par courrier. Ceux déjà comptés étaient à majorité pour Joe Biden. Pour la première fois depuis 2000, les Américains ne connaissaient pas le nom de leur prochain président qui prêtera serment le 20 janvier 2021 au lendemain du scrutin. Une fois le résultat connu, il sera temps de mettre les discours agressifs de la campagne derrière nous, a déclaré Biden, se posant en rassembleur d'un pays meurtri. Pour avancer, nous devons arrêter de traiter nos opposants comme des ennemis. L'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé une première offensive judiciaire dans le Wisconsin, remportée par Joe Biden avec un écart de moins de 1% selon des résultats quasi complets selon plusieurs médias américains. Dans un tweet, le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden s'engage à rejoindre l'accord de Paris sur le climat dont les États-Unis sont officiellement sortis mercredi au premier jour de sa présidence. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui était sorti de son silence la semaine dernière, a demandé aux autorités ivoiriennes de favoriser le dialogue plutôt que la répression. Il a fait cette demande après le blocage à leur domicile des leaders de l'opposition qui refusent la réélection du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé. Selon un communiqué publié par son avocate Abiba Touré, l'ancien président Laurent Gbagbo a invité le Premier ministre Ahmed Bakayoko à apaiser la situation politique de la Côte d'Ivoire en favorisant le dialogue plutôt que la répression. Laurent Gbagbo s'est réjoui de la très bonne disponibilité du Premier ministre et a appelé l'ensemble des militants à garder leur sérénité, selon le communiqué. Après 10 années sans aucun contact avec le pouvoir en place, Laurent Gbagbo a fait part de sa vive préoccupation quant au traitement infligé à l'ancien président Henri Konan Bédié, actuel chef de l'opposition, ainsi qu'à d'autres personnalités politiques, dont l'ancien Premier ministre Pascal Afine-Guesson et les anciens ministres Assoa Adou et Maurice Guikaroué. Plusieurs membres de l'opposition qui refusent la réélection d'Alassane Ouattara sont en effet bloqués à leur domicile depuis ce mardi, après avoir annoncé la création d'un conseil national de transition devant former un gouvernement de transition. Le gouvernement ivoirien a accusé ses opposants de sédition et les a menacés de poursuites judiciaires. Dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, l'ex-chef rebelle Guillaume Soro, en exil à Paris, a appelé ce mercredi soir les forces de défense et de sécurité à agir. Il s'est également dit prêt à poursuivre la mise en place de la transition, alors que plusieurs responsables de l'opposition sont en résidence surveillée. Depuis la France où il est en exil,
L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a appelé ce mercredi l'armée à agir contre le régime du président Alassane Ouattara, réélu président pour un troisième mandat controversé. Je demande à vos soldats, sous-officiers, officiers supérieurs, officiers généraux d'agir pour rétablir la paix et la concorde, pour redonner à notre constitution ses lettres de noblesse et mettre un terme au spectre de guerre civile, a déclaré l'ancien président de l'Assemblée nationale devant un drapeau de la Côte d'Ivoire. Ancien allié du président Ouattara devenu son adversaire, il a appelé la population à se lever et à poursuivre la désobéissance civile à laquelle avait incité l'opposition ivoirienne avant la présidentielle. Guillaume Soro, dont la candidature à cette élection avait été invalidée, a aussi appelé les corps constitués à désobéir aux ordres illégaux du régime et à rallier le Conseil national de transition dont il se dit membre. L'opposition ivoirienne a créé un Conseil national de transition devant mettre en place son équipe. Le gouvernement ivoirien a accusé de sédition les opposants dirigeant ce Conseil national de transition et les a fait bloquer à leur domicile par des forces de l'ordre, les menaçant de poursuites judiciaires. La communauté internationale a, en ce qui la concerne, appelé au dialogue en Côte d'Ivoire et au respect de l'ordre constitutionnel. Le ministre d'État auprès du ministère éthiopien des Affaires étrangères a affirmé que le gouvernement central doit faire respecter la Constitution et libérer le peuple tigré. L'Éthiopie a déclaré l'état d'urgence dans la région nord du Tigré après que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il avait ordonné une réponse militaire à une attaque meurtrière contre un camp de l'armée fédérale par le parti au pouvoir local. La tension est montée d'un cran ces derniers jours entre le gouvernement fédéral d'Addis Abeba et le gouvernement régional du Tigré qui ne reconnaît plus l'autorité de l'État fédéral depuis le report des élections nationales prévues en août. Le Front de libération du peuple du Tigré, le parti au pouvoir de cette région d'Éthiopie, a attaqué un camp militaire fédéral dans le Tigré, a accusé Abiy Ahmed dans un texte posté en pleine nuit sur Facebook et sur Twitter. Le Conseil des ministres du gouvernement fédéral a décrété mercredi l'état d'urgence pour 6 mois dans la région du Tigré, estimant que la situation a atteint un niveau tel qu'elle ne peut plus être empêchée ou contrôlée via les mécanismes habituels de maintien de l'ordre. On ignore encore quelle modalité prendra cet état d'urgence ou la nature concrète de la réponse militaire fédérale. Dans une adresse télévisée tôt mercredi matin, Abiy a précisé que des forces déloyales s'étaient retournées contre l'armée à Mekele, capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l'ouest de la région. L'attaque a fait de nombreux morts, des blessés et des dégâts matériels, a indiqué le Premier ministre. Le bureau du Premier ministre a accusé le TPLF d'avoir habillé ses soldats avec des uniformes semblables à ceux de l'armée érythréenne afin d'impliquer le gouvernement érythréen dans les fausses revendications d'agression contre le peuple du Tigré. Dans un communiqué diffusé sur les médias régionaux, le gouvernement du Tigré a déclaré que les gradés et les soldats dépendants du commandement nord de l'armée éthiopienne basé à Mekele ont décidé d'être aux côtés du peuple du Tigré et du gouvernement régional. Je le disais en titre, au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé une extension du couvre-feu nocturne ainsi qu'une interdiction des rassemblements politiques dans le pays. Il s'adressait à la nation à l'issue d'une réunion avec les acteurs de la lutte contre la Covid-19, dont les gouverneurs des comtés. Le Kenya, qui s'était réjoui en septembre d'une baisse du nombre d'infections au Covid-19, a connu en octobre son mois le plus tragique. C'est ce qu'a déclaré le président kényan Uhuru Kenyatta. Le pays a enregistré plus de 15 000 nouvelles infections sur un total de plus de 58 000 et environ 300 morts, soit presque le tiers des décès enregistrés depuis mars dernier. Concentré sur les métropoles de Nairobi et de Mombasa, deuxième ville du Kenya, durant la première partie de l'année, la circulation du coronavirus a récemment enregistré une forte progression dans le reste du pays. Face à cette situation, le président Uhuru Kenyatta a, dans un discours retransmis à la télévision, annoncé ce mercredi une extension du couvre-feu nocturne ainsi qu'une interdiction des rassemblements politiques
sur tout le territoire. Le couvre-feu national est étendu jusqu'au 3 janvier 2021. À compter de ce 4 novembre, le couvre-feu sera désormais effectif entre 22h et 4h du matin. Tous les rassemblements et réunions politiques sont suspendus pour une période de 60 jours et ceci prend effet immédiatement. Toute personne souhaitant organiser de tels rassemblements doit le faire dans les mairies et doit respecter tous les protocoles liés au Covid-19, y compris la limitation du nombre de participants à 1/3 de la capacité de la salle et le port de masques. Sur le sujet sensible des écoles, le chef de l'État a indiqué que les élèves des quelques classes déjà rouvertes allaient continuer à étudier, mais que toutes les autres resteraient fermées jusqu'en janvier 2021. Et puis au Zimbabwe, une responsable du secteur minier qui avait été arrêtée fin octobre pour contrebande d'or a demandé une mise en liberté sous caution au tribunal de première instance d'Harare. Henrietta Roussoya avait été interpellée alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour Dubaï avec 6 kilos du métal précieux dans son bagage à main. Elle fait face à 3 accusations. Une accusation de contrebande d'or et l'accusation de possession illégale d'or et l'accusation de corruption présumée. Ce sont les accusations. Dubaï a déjà signalé qu'environ 2 milliards de dollars d'or provenaient du Zimbabwe, ce qui représente environ 5,5 milliards de dollars de recettes totales. Vous découvrirez qu'une quantité importante d'or proviendrait du Zimbabwe, mais trouverait son chemin à travers des systèmes informels, des canaux informels, vers l'Afrique du Sud et Dubaï. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.